Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va commencer comme d'habitude, comme tous les jeudis, quand je suis là, par la Wikibalade. On avait parlé de Compton mardi, avec l'effet Compton, ou la diffusion Compton. Et la même année, il y a eu Wilson qui a eu le prix Nobel aussi, pour des travaux complètement différents. Bon, ça reste de la physique, hein, mais on avait eu Frank et Hertz qui s'étaient partagé le prix Nobel, mais pour la même expérience. Là, pareil, le père et le fils Bragg. Pareil, Marconi, Brown. Mais là, on en a 2 la même année qui ont, des prix Nobel sur des choses différentes. Donc on commence à avoir, une multiplication des prix Nobel par année. Donc c'est parti pour Charles Wilson, né en 1869, mort en 1959, lauréat du prix Nobel en 1927 pour sa méthode qui permet de rendre visible, par condensation de la vapeur, la trajectoire des particules électriquement chargées. Donc c'est la fameuse chambre de Wilson, la chambre à brouillard, on va parler de ça. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble, la première chambre à brouillard. Vous voyez, c'est tout petit. Vous avez ici le compartiment dans lequel le brouillard, donc c'est soit des vapeurs d'eau, soit des vapeurs d'alcool, soit un mélange des deux. On va détailler, on va parler de ça aujourd'hui. Alors dès la fin de ses études, il se passionne pour la météorologie, notamment pour la formation des nuages. Donc voilà, il était destiné à faire cette découverte. Il travaille à un observatoire, il étudie la formation des nuages et la façon dont l'atmosphère se charge en électricité avant l'orage. Il cherche ensuite à recréer des nuages à petite échelle dans une enceinte, en y décompressant de l'air humide. Donc décompresser, hein, c'est faire baisser la pression. Souvent, vous le faites en augmentant le volume et en maintenant l'enceinte fermée. Salut Algor! J'espère que ça va. Voilà, ensuite il continue à étudier des phénomènes sur l'électricité, les orages et les rayons X et les rayons gamma et aussi les rayons cosmiques. On va voir ce qu'il a fait. Ça a un lien avec les rayons cosmiques. En voulant reproduire la formation des nuages, il découvre que dans certaines conditions, un brouillard peut rendre visibles certaines particules et rayonnements. Aujourd'hui, on fait plus trop la distinction, hein. Les particules, les rayonnements, c'est le même objet vu d'un point de vue différent. Et donc, il imagine transformer son enceinte en détecteur de particules. En 1896, peu après la découverte des rayons X, il visualise un faisceau d'entre eux dans un réservoir en verre. Et en 1912, il présente la chambre à brouillard, la fameuse chambre à brouillard. Et c'est grâce à ça qu'il aura le prix Nobel, qu'on va parler de cette chambre à brouillard. Alors, on avait déjà un petit peu parlé de ça dans la vidéo sur les rayons cosmiques, justement. Donc là, on voit une chambre à brouillard et on voit des particules qui laissent des traînées de condensation. Donc c'est un milieu qui est sous forme de vapeur. Voilà, on voit les traînées là, sous forme de vapeur. Et il y a des petites bulles de liquide qui se forment le long des trajectoires des particules. Et ça permet comme ça de les détecter. Donc pour ça, il faut que la vapeur, elle soit très très proche de l'état liquide. Comme ça, la moindre perturbation, la moindre particule qui arrive, que ce soit un électron, un rayon alpha, ce genre de choses, le moindre électron qui va passer, il va déclencher comme ça la condensation, c'est-à-dire le passage de l'état vapeur à l'état liquide. Et donc ça crée des petites gouttelettes comme ça, qui permettent de matérialiser la trajectoire et de voir la trajectoire de l'électron ou du rayon alpha. Voilà, on appelle ça des traînées de condensation, un peu comme ce qu'il y a derrière les avions. Et le phénomène qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle la sursaturation. En gros, ça ressemble, alors cette fois-ci, à la courbe dont j'ai parlé sur RES. Là. On vient de passer les 1000 abonnés d'ailleurs, cette courbe-là. Donc là, je parle, c'est un peu en mode développement personnel. C'est une courbe qui vient de la physique, voilà, elle est là. Donc là, vous avez, au fond, ici, vous avez ce qu'on appelle un état stable. Si vous mettez une bille au fond d'un bol, vous la poussez un petit peu, elle va revenir à sa position, c'est un état stable. Si vous la mettez en haut, là, c'est un état instable. Elle va glisser d'un côté ou de l'autre. Et si vous la mettez là, on appelle ça un état métastable. Donc c'est un peu entre les deux. Si vous la bougez un petit peu, elle revient au fond de sa position initiale. Donc c'est plutôt stable. Mais si vous la bougez beaucoup, elle va passer la barrière, elle va tomber dans un autre état. Et c'est comme ça qu'on modélise la surfusion. Donc ici, la sursaturation. Vous avez un milieu qui est sous forme qui contient de la vapeur d'eau par exemple. Et si vous avez vraiment une toute petite perturbation, les fluctuations habituelles de température, etc., ça va pas faire changer l'état. Donc c'est le côté métastable, ça reste dans le petit creux. Mais s'il y a une perturbation un peu plus importante, par exemple une particule qui arrive, qui passe à toute vitesse, et ben là, ça va faire passer la barrière et on va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc il y a un autre équilibre qui va se former. Et ça se traduit par l'apparition de petites gouttes d'eau. Donc on a une phase vapeur d'eau ou d'alcool qui est sursaturée, donc qui est à 2 doigts de passer à l'état liquide. C'est ça la sursaturation. Et vous faites ça soit en augmentant le volume de l'enceinte. L'enceinte, hein, c'est ce qui contient le gaz, avec un piston. Donc vous augmentez le volume en bougeant le piston vers l'extérieur. Soit en refroidissant. Et normalement, quand on fait ça, il y a un changement d'état. Vous connaissez les 3 états classiques de la matière, hein, vapeur, liquide et solide.
On pourrait rajouter plasma aussi. Et les changements d'état se font soit en modifiant le volume, la pression ou la température. Mais des fois, si vous y allez vraiment, vraiment progressivement, vous pouvez descendre, par exemple, vous pouvez descendre en température. Vous pouvez, si vous avez un lac, un étang plutôt, chose de pas trop grand, avec une température qui descend très très progressivement. Normalement, à 0 degré, l'eau devient solide, ça devient de la glace. Mais si vous y allez vraiment progressivement, le lac va pouvoir descendre en dessous de 0 degré, à -2, -3, -5 degrés, en restant liquide. Donc vous pouvez avoir de l'eau liquide à -5 degrés. C'est très très rare, mais ça arrive. Et ça ressemble à la sursaturation, on appelle ça la surfusion. Et c'est le même principe de la courbe métastable. Bon là, la courbe est un peu pixelisée, mais vous descendez la température, et normalement, il y a un palier ici qui fait que vous passez à l'état de solidification. Donc l'eau liquide devient de la glace. Sauf que si vous y allez vraiment progressivement, vous voyez le petit coin en rouge là, vous descendez en dessous de 0 degré en restant dans l'état liquide. Et ce qui va se passer, c'est que la moindre perturbation, petite vidéo là, ça va déclencher le changement d'état de manière brusque. Donc là, on a de l'eau en surfusion. Et s'il y a un petit grain de poussière ou si on tape dessus, là, il touille, hop, ça devient immédiatement de la glace. Là, la température n'a pas changé. C'était déjà en dessous de 0 degré. C'était de l'eau en surfusion. Et vous avez des étangs comme ça qui peuvent descendre à une température, voilà, -5, -8 degrés, tout en restant liquide. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est pas le changement liquide vers solide, c'est le changement d'état gaz ou vapeur vers liquide. Et on n'appelle pas ça la surfusion, mais la sursaturation. Mais c'est le même principe. Voilà, vous avez le... Normalement, l'état devrait être ici, et il se retrouve coincé dans un état métastable. Et donc, il faut qu'il y ait une... Voilà, le fait de touiller, là, le fait de touiller le verre, ça fait passer la barrière. Et ça ramène dans l'état normal à cette température, qui est l'état solide. Et ça, ça permet de visualiser les traces des particules, parce que justement, quand une particule passe, ça crée cette petite perturbation. Donc en pratique, il utilise de l'alcool, par exemple, en descendant à -30 degrés. Donc là, vous ne pouvez pas faire ça avec de l'eau. Là, l'eau, elle gèle à cette température. Donc il fait ça avec de l'alcool. Et vous avez des gouttelettes qui se forment. Et on peut observer, alors pas n'importe quelle particule, il faut que ce soit des particules chargées. Donc soit des particules alpha. Particules alpha, on en a déjà un petit peu parlé, c'est des noyaux d'hélium. L'hélium, c'est l'élément numéro 2. Donc il y a 2 protons. Et il se trouve que dans la particule alpha, il y a aussi 2 neutrons. Donc ça, c'est une particule alpha, c'est un noyau d'hélium. Et c'est chargé positivement. Les protons qui sont chargés positivement, les électrons et les muons qui sont chargés négativement. Voilà, eux, on va pouvoir les détecter. Par contre, les rayons X, les rayons gamma, les neutrons, tout ce qui n'a pas de charge électrique, ça, on ne va pas pouvoir les détecter dans ces chambres-là. Et les muons, on a du mal aussi parce qu'ils interagissent pas beaucoup. Donc ils ne créent pas beaucoup de gouttelettes, mais avec des appareils assez précis, on arrive à les voir quand même. Voilà, il a créé ça en 1911. Donc fasciné par le spectacle des spectres de Brocken. Voilà, c'est l'ombre agrandie d'un objet quand on l'observe au sommet d'une montagne. Donc vous avez un peu ce phénomène optique là, vous avez une sorte d'arc-en-ciel. Et en plus de ça, vous avez une ombre qui se répand. Voilà, on voit qu'il y a un paysage montagneux là. Donc l'ombre, elle est énorme ici. Ça tire son nom du point culminant de la chaîne de Hartz, le Brocken. Okay. Le phénomène peut être observé dans toute situation où un objet, une personne ou un aéronef est éclairé par l'arrière avec une zone nuageuse. Les dimensions de l'ombre sont proportionnelles à la distance entre l'ombre et le brouillard. Donc il y a une déformation de l'ombre en une forme triangulaire à cause de la perspective, et il y a une illusion qui fait que l'observateur la voit sur les nuages assez près de lui, et la compare à des objets au sol vus à travers des trous dans la nuée. En fait, l'ombre, elle est assez proche parce qu'elle est sur le brouillard, et en comparant cette ombre avec le paysage qui est loin, loin, loin derrière, on a une illusion, on a l'impression que l'ombre est énorme. Voilà, il s'intéressait à ça, Wilson, et il a voulu comprendre le mécanisme de la formation, et de la formation de ces spectres, et pour ça, il a essayé de former des nuages en laboratoire. Donc il savait qu'un brouillard se formait uniquement s'il y a suffisamment de poussière dans un milieu humide et refroidi. Il utilisa une enceinte contenant un peu d'eau liquide avec sa phase gazeuse, donc de la vapeur d'eau, et avec un piston, il fait une détente, c'est-à-dire une augmentation de volume, avec un refroidissement. Et ça crée un brouillard. Donc il arrive à créer un brouillard en laboratoire, notamment grâce aux poussières. Et Wilson, ce qu'il a réussi à faire, c'est, avec une détente suffisamment importante, vous voyez, en augmentant le volume de plus de 25%, il arrive à former un brouillard même sans les poussières. Et il suppose que ce sont des ions libres. Donc il y a des ions partout dans la pièce où vous êtes. Là, il y a des atomes qui ont perdu leurs électrons ou qui en ont gagné. Et ce seraient eux qui déclenchent la condensation du brouillard. Le brouillard, c'est pas de la vapeur, c'est de l'eau liquide. C'est des petites gouttelettes
des petites gouttelettes d'eau liquide qui sont en suspension et qui diffusent la lumière. Et pour prouver ça, il montre qu'avec des rayons X, on arrive beaucoup mieux à fabriquer des brouillards, à créer des brouillards. Et on sait que les rayons X, ils ont tendance à ioniser les molécules, à arracher des électrons. Donc voilà, il travaille sur ces chambres à brouillard. Et donc il arrive à détecter des particules. On va peut-être revenir là-dessus après. Donc ce qui est intéressant là, c'est que, vous voyez, cette formule, ça dit juste que l'aspect de la trace, donc le nombre de gouttes qui sont formées, c'est proportionnel, quoi, ça dépend de la charge électrique. Donc il faut qu'il y ait une charge électrique. Si c'est un neutron avec une charge nulle, ça ne va pas marcher. Et ça dépend de la vitesse aussi. Donc là, si vous avez une charge qui est élevée, par exemple, les particules alpha, elles ont une charge de 2, alors que le proton, il a une charge de 1. Et comme c'est au carré, là, ça multiplie par 4. Donc déjà, il y a 4 fois plus de gouttelettes rien qu'avec ça, rien qu'avec la charge. Et en plus, les particules alpha, elles vont moins vite que les électrons, de manière générale. Voilà, les particules alpha, elles vont à 15 000 km par seconde en moyenne, à une énergie typique, alors que les électrons, ils vont quasiment à la vitesse de la lumière, à 300 000 km par seconde. Ils sont très légers, donc ils sont très faciles à accélérer, quasiment jusqu'à la vitesse maximale. Et donc ça fait qu'il y a à nouveau un écart entre les traces. Et donc vous avez typiquement, alors je vais remettre la vidéo, vous allez typiquement avoir des traces beaucoup plus épaisses pour les particules alpha. Vous allez pouvoir les différencier. Voilà, on voit des petites traces, ça c'est les électrons, des petites traces dans tous les sens qui sont un peu erratiques. Par contre, les grosses traces épaisses, voilà, ça, ce sont des, voilà, celles-là, ça c'est les particules alpha. On voit bien la différence. Voilà, là on voit bien une particule alpha qui a créé une trace très épaisse. Et puis là on voit des petites traces un peu partout là. Voilà, celle-là, c'est difficile de stopper parce qu'elles disparaissent très vite. Mais vous voyez, il y a plein de petits traits en plus, ça c'est les électrons. Et ces petits traits, ils ont tendance à pas aller en ligne droite. C'est normal, l'électron il est très très léger, donc le moindre choc, ça va le faire partir dans une autre direction. Alors que la particule alpha, elle est beaucoup plus lourde. Et donc, une fois qu'elle part dans une direction, voilà, vous voyez, là c'est quasiment en ligne droite. Il y a très peu de chances qu'une collision lui fasse changer de direction. Et donc, grâce à ces chambres à brouillard, on arrive à voir les électrons, les particules alpha, à les différencier. Alors, il se trouve que la plupart des particules qui traversent la chambre, ce sont des muons, mais les muons interagissent assez peu avec la matière, donc en fait, on ne les voit pas. Mais la plupart, ce sont des muons. Voilà, c'est 75% du rayonnement cosmique à notre niveau, au niveau de la mer, c'est des muons. Et oui, parce que ces particules-là, elles viennent, soit vous mettez un élément radioactif, qui va envoyer des particules alpha, des électrons, etc. Soit il n'y a pas de morceau, il n'y a pas un caillou, un morceau d'uranium, et il y a quand même des particules, et ça vient des rayons cosmiques. Donc c'est des particules qui viennent de quelque part dans la galaxie, ou même en dehors de la galaxie. Et des protons qui voyagent comme ça à travers l'univers, sur des milliards d'années-lumière, et qui arrivent sur Terre, et qu'on détecte dans une chambre à brouillard. Et voilà, et ça a permis de faire de la physique des particules. Après, vous mettez un champ magnétique pour les dévier, pour essayer de mesurer le rapport entre la charge et la masse. Vous regardez s'il y a des interactions, des désintégrations. Vous pouvez faire des collisions. Voilà, quand vous arrivez à tracer comme ça les trajectoires des particules, vous commencez à faire de la physique très intéressante. Et ce sera remplacé ensuite par... donc, il y aura des chambres à bulles, les chambres à fils. Et aujourd'hui, on a des détecteurs directement dans au LHC, au CERN, à Genève. Là, c'est plus des chambres à brouillard, évidemment. La technologie a beaucoup évolué. C'est des détecteurs, mais c'est le même principe. On essaye de tracer la trajectoire des particules. C'est un peu le même principe. Au lieu que ce soit des bulles qui se forment, c'est des semi-conducteurs qui s'activent et qui détectent la particule. Voilà. Et donc ça a permis de détecter les rayons cosmiques, ce qui sera d'ailleurs un prix Nobel, je ne sais plus quand. Voilà, en 1936 par S, donc c'est pas longtemps après. Et puis ça a permis d'étudier les particules, la physique des particules. Voilà, c'était l'apport de Charles Wilson avec la chambre à brouillard, ou chambre de Wilson, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, c'était assez rapide, mais le sujet est sympa. Moi, j'aime bien ce genre d'invention très pratique. Voilà, c'est très concret, c'est des petites bulles d'eau. Et ça permet de faire plein de physique derrière après.